l'invitation. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux centres, des nouvelles façons de traiter ces patients. Et on va faire beaucoup de ponts en fait avec la présentation d'avant, parce qu'on va aussi parler du niveau de sélection pour le niveau d'amputation et du pied diabétique. Donc on va essayer de ne pas être redondant. Donc, un sujet qui me tient à cœur, c'est d'expliquer toujours qu'est-ce que c'est la médecine physique et réadaptation. Je pense que vous savez tous, mais bon, des petits rappels sont importants. Le rôle du physiothérapeute, la classification ICF, l'équipe multidisciplinaire, la timeline, les différentes phases de la rééducation pour un patient avec une amputation, le pied contralatéral et une conclusion. Donc, qu'est-ce qu'un MPR? On est des médecins. Voilà, c'est important de préciser parce que des fois, physio, MPR, on a un peu du mal à différencier. Mais on travaille ensemble, on se concentre sur la fonction, on traite tous les patients, on a quasiment la possibilité d'avoir une intervention dans toutes les pathologies, avec des spécificités, notamment ici avec les patients amputés. On sait faire des traitements conservateurs, mais on sait aussi poser une indication chirurgicale quand elle est nécessaire. Et on peut faire des plans de traitement et de prévention. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du rôle de physiothérapeute, donc en particulier maintenant chez le patient amputé, dans l'équipe interdisciplinaire. Donc, on a mis en fait, il y a plusieurs sections. Donc, c'est selon phase qu'on se trouve avec le patient. Donc là, je vais juste brièvement les introduire. Donc, en préparatoire, le physiothérapeute il se concentre sur l'éducation du patient pour le préparer pour le geste et puis aussi pour le évaluer conjointement avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire. Après, une fois que le geste est réalisé, on planifie et on dirige la rééducation pré-prosthétique, donc la phase dans laquelle le patient n'est pas encore appareillé, pour enfin l'évaluer pour un futur ou pour un possible futur appareillage. Et après, une fois qu'il a la prothèse, on va planifier et diriger la rééducation avec la prothèse, bien sûr avec le but de l'utilisation fonctionnelle de cet appareil. Et je vais aussi aborder en fait l'examination du pied contralatéral. Ça a déjà été abordé par les deux autres référents, mais je pense que ce n'est pas si mal si on approfondit ça encore un peu plus. Donc, pour évaluer un patient, c'est très bien ou très important de se baser sur l'ICF. J'imagine que tout le monde les connaît. Je pense en français, c'est CIF. Donc, cette classification internationale qui permet de, en fait, classifier les fonctions, les structures et puis aussi la participation, activation et les handicaps du patient. Je ne vais pas les approfondir trop profondément. On va aller ici. Donc en fait, on a les fonctions corporelles. Donc c'est par exemple de pouvoir plier un genou. Structure de l'organisme, ça peut être en fait les os, en fait les structures l'architecture du pied. Les déficiences, ça va être les déficiences sur les fonctions et les structures. Les activités, ça peut être en fait, par exemple, de marcher. Et puis la participation, ça pourrait être de marcher, en fait, de marcher pour aller au cinéma avec les amis. Et puis, bien sûr, il peut aussi y avoir des limitations là-dedans, donc dans les activités et la participation. Pour être un peu plus, et puis bien sûr, il y a aussi les facteurs environnementaux. Pour faire ça un peu plus visible, on l'a adapté pour les patients amputés. Donc on a ici les fonctions du corps. Donc chez le patient amputé, ça va être l'absence, par exemple, du pied. Après, on a les activités et puis la participation qui peut être limitée. Donc par exemple, de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir avoir accès à un endroit par exemple, pour plus avoir accès au cinéma parce qu'on ne peut pas monter les escaliers. Et puis après, on a les facteurs environnementaux qui peuvent être des barrières, donc justement les escaliers. Et puis après, des facteurs facilitateurs, donc ça peut être la famille ou en fait le système de santé. Le système de santé, par contre, il peut se retrouver ici, par exemple, quand on a un problème de financement de prothèses.
Et puis après, les facteurs personnels de chaque patient. Vous savez tous que chaque patient est différent à traiter. Voilà, je reviens juste un petit peu sur ça parce que c'est vraiment notre tableau de bord. En tant qu'MPR, on essaie de faire ça pour tous les patients et avoir une idée globale, multidisciplinaire du patient et voir quelles vont être les barrières et les objectifs qu'on va avoir. Donc, assez important, si vous arrivez à structurer vos prises en charge comme ça, c'est très bien. Donc, l'équipe multidisciplinaire, voilà, en fonction des centres, on peut aussi avoir les orthopédistes, orthopédie technique. Je vais utiliser le terme orthopédiste pour l'orthopédie technique. Je sais que il y a des endroits où on dit CPO, orthopédie technique, technicien orthopédiste. Voilà, chirurgien orthopédique, orthopédiste. Et les physios, ergo, service social, voilà, on est tout un ensemble de spécialités autour du patient. Je pense que vous savez tous mettre des objectifs SMART, j'espère. Donc je ne vais pas revenir sur ça, mais je vais vous parler de la GAS. Je ne sais pas si vous connaissez la GAS. C'est un outil qui a été développé en fait pour avoir une approche un peu plus structurée, un peu plus scientifique, qui est très intéressante et en plusieurs étapes. L'idée, c'est, comme les objectifs SMART, avoir des attentes qui sont réalistes et favoriser la motivation du patient et encourager la communication entre les différents acteurs de la réadaptation. On veut essayer d'éviter le floor and selling effect et le manque de sensibilité par rapport à d'autres tests. Donc l'idée, vous allez déterminer un objectif, comme ce que vous faites en pratique, et si votre objectif est atteint, ça sera 0. Par exemple, le patient doit faire un transfert avec une aide d'une tierce personne. S'il atteint ça à la fin du séjour, on met 0. Si il fait son transfert, par exemple, avec une aide légère, on peut mettre plus 1. S'il fait son transfert sans aide, plus 2. Et ça, toute cette pondération, c'est vous qui la mettez avec le patient. Vous dites, quel est pour vous, qu'est-ce qu'atteindre l'objectif pour vous et comment on peut le coter. Et la même chose dans l'autre sens. Et après, il y a une formule très simple à faire, qui est celle-là, mais qui est faite par un ordinateur. Mais voilà, c'était un peu compliqué, c'est une méthode qui est chronophage, donc on a développé un modèle qui s'appelle la Gaslight, c'est une autre façon de faire, un peu plus pratique, et qui est essayer d'éviter les biais. Et l'application de scores négatifs décourageait certains patients. Donc il y a 6 étapes clés. Votre première étape, c'est de déterminer quel est votre problème principal, avoir des douleurs, l'assise, etc. Et votre intervention. Qu'est-ce que ça va être? Quel type de prothèse? Traiter la douleur fantôme, les compensations, le schéma de marche. Et à chaque fois, dans chaque étape, vous allez documenter ce que vous allez faire. Deuxième étape, qu'est-ce que vous espérez réaliser avec cette intervention? Est-ce que ça vaut le coup pour le patient? Est-ce que financièrement, ça vaut le coup aussi? Si oui, vous déterminez l'objectif principal et d'autres objectifs secondaires. Troisième étape, discussion avec le patient et sa famille pour la motivation à réaliser cet objectif. Et s'il n'y a pas de motivation, il faut que vous revoyiez avec le patient pour faire un autre objectif. SMART, autant que possible. Comment l'outcome va être évalué? Quel outil de mesure vous allez utiliser pour évaluer cet objectif? Pareil, vous déterminez les références de l'outil et quel est le critère d'atteinte de l'objectif ou pas. Plan de traitement, vous déterminez le protocole de traitement, vous enregistrez la procédure et à la 6e étape, est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que vous devez faire d'autres traitements? Et en fonction des scores que j'ai mentionnés précédemment, vous avez un T-score qui va être réalisé. Et l'avantage de ça, c'est que si vous êtes avec un autre centre qui fait exactement la même chose, on pourra vraiment comparer les données. Et au niveau de la recherche, ça sera très intéressant. Mais c'est une version un petit peu plus pratique que ce que j'ai présenté avant. Donc ça, c'est la chronologie. Mon collègue en a déjà parlé. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la phase préopératoire, qui est sous-estimée, en tout cas notre rôle en tant
MPR est sous-estimé dans cette phase, je trouve. Mais ça va de mieux en mieux. Donc l'objectif de cette phase, c'est la coordination. C'est vraiment avoir un premier contact avec le patient, idéalement quand on peut, évidemment, qu'il n'y a pas une intervention en urgence pour l'amputation qui est prévue, il faut essayer de voir le patient, voir l'équipe chirurgicale et voir même si on peut les acteurs en ambulatoire pour voir dans quel état est le patient. Ça vous permet de voir au niveau psychologique s'il a compris l'intervention, s'il a déjà eu la possibilité d'accepter, parce que comme vous savez, les patients qui sont amputés, qui n'ont pas eu le temps d'avoir cette phase-là, ils se réveillent assez choqués. En général, ils ont du mal à comprendre. On part d'une plaie au niveau de la luxe et on finit avec une amputation transtibiale du jour au lendemain, avec des fois peut-être la famille qui a pris la décision pour le patient. Donc c'est pour moi un moyen d'améliorer en fait ce ressenti en post-opératoire. L'orientation, parce que voilà, on est tous aussi soumis à la tarification STREA, je ne vais pas en parler beaucoup, mais l'idée c'est que le patient soit rapidement orienté au bon endroit, donc dans un centre de réadaptation classique ou en réadaptation gériatrique. Dans un EMS, il ne peut pas tout de suite aller dans un centre de réadaptation. Ça, c'est déjà en préopératoire avec les comorbidités qu'on peut déjà imaginer comment ça va être. Et la préparation du patient du point de vue psychologique, mais également, on peut déjà commencer à faire un programme de physiothérapie adapté en prévision de la perte d'autonomie qu'il va y avoir. Pardon, c'est ça. Donc, moi, je travaille en l'unité orthopédie septique au HUG. Donc, nous, on voit très régulièrement des patients qui sont des futurs amputés, que ce soit une amputation mineure ou majeure. Mais en tout cas, ces points sont surtout très importants quand on s'envoie vers une amputation majeure, donc transtibiale ou plus proximale. Donc, on essaie déjà de rentrer en contact avec le patient pour aborder les sujets et puis aussi pour voir c'est quoi ses craintes par rapport à ce futur geste. Et puis donc, par la suite, faire de l'éducation thérapeutique, qu'est-ce qui lui attend au niveau de ambulation, aussi au niveau d'appareillage, aussi au niveau de suivi à long terme. Et puis, donc ça inclut aussi les différentes options d'appareillage. Et puis, si nécessaire, on inclut aussi les techniciens ou bottiers orthopédistes là-dedans. Et puis, une chose que je trouve super important, on le fait maintenant, si possible, vraiment systématiquement, de parler aussi des douleurs fantômes et des sensations fantômes aux patients. Parce que s'ils n'ont jamais en fait, eu un discours avec ça et puis ils se retrouvent en post-opératoire avec les douleurs fantômes, en fait, ils ont presque parfois l'impression qu'ils sont fous et puis que c'est pas normal qu'ils ressentent des douleurs ou leurs membres manquants. Donc, si on leur explique comment en fait, on peut s'expliquer ça aujourd'hui avec les théories qui ne sont pas vraiment validées tous, mais en tout cas, si on peut leur expliquer que en fait, c'est un ressenti normal et puis régulier, ça simplifie aussi la prise en charge par la suite. Une chose qui est aussi assez difficile mais important à évaluer, c'est le potentiel d'appareillage. Donc, il n'y a pas vraiment un outil validé qui existe pour évaluer en fait le futur appareillage. Mais on essaie, on prendrait l'historique du patient pour quand même pouvoir faire ensemble un peu un prédicteur sur ce futur appareillage. Et puis ça inclut donc aussi en fait de déjà évaluer les potentielles limitations. Est-ce qu'il y a déjà des décompensations importantes? Est-ce qu'il y a des flexomes ou est-ce que le côté latéral sera peut-être même plus la limite pour l'appareillage? Donc si on peut déjà discuter ça avec le patient, je pense qu'il va aussi plus accepter la suite. Et puis après, en particulier si on parle des patients diabétiques, en fait chez nous l'âge moyen est autour de 70 ans de ces patients quand ils subissent une amputation majeure. Donc en fait ils sont pleins de comorbidités aussi qui incluent les troubles cognitifs. Bien sûr c'est pas nous comme physio qui les évalue, mais c'est aussi bien de se rendre compte de tout ça. Et puis après déjà de commencer en fait la préhabilitation, donc c'est-à-dire la préparation du patient pour la chirurgie. Donc souvent on entend better in, better out. Donc le plus le patient est préparé aussi physiquement, le mieux il va aussi après faire la rééducation.
Alors, je vous parlais du niveau d'amputation. Nos collègues en ont parlé aussi avant. Et en fait, la question qu'on pose, nous aussi, en tant que réadaptateurs à ces patients, on parle toujours de la qualité de vie. La qualité de vie à l'instant où on voit le patient, et qu'est-ce que le patient, s'il a le temps en fait, de réfléchir à cette amputation, qu'est-ce qu'il attend après. Et quelle activité il aimerait faire. Ça va conditionner beaucoup de choses. Ça va conditionner le type de traitement et l'orientation par rapport à l'appareillage, tout simplement, parce qu'il y a des types de prothèses, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais des types de prothèses en fonction du niveau d'activité qui peuvent être proposés. Et quels sont les risques? Je ne vais pas revenir non plus sur le niveau d'amputation. Nous, effectivement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est transtibial, transfémoral, des articulations, gritty, c'est en général la patientèle que je vois au quotidien. Pour avoir les bonnes solutions, il faut se poser les bonnes questions. Je suis un peu provocateur en mettant cette slide. C'est tiré en fait d'une étude américaine, donc il y a toute cette réflexion autour du système d'assurance qui est un peu plus problématique là-bas que chez nous. Mais voilà, moi, c'est les questions que je me pose aussi et que je me pose avec le patient. Est-ce que faire de multiples interventions chirurgicales, est-ce que le potentiel de survie du patient est bon? Est-ce qu'il peut permettre de s'absenter régulièrement de son travail pour faire le soin de plaie, s'il y a une plaie qui dure plusieurs années, avec des décharges, avec des absences régulières? Est-ce que l'assurance du patient va couvrir le coût du traitement? Est-ce que la jambe récupérée, pour moi c'est ça le plus important, est-ce que la jambe ou le pied récupéré est biomécaniquement sain? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose après cette amputation et pas retourner sur un autre processus en aigu où on va réamputer plus tard? Voilà, matière à réflexion. Je veux juste encore réaborder le niveau d'amputation. Donc si on prend le niveau transtibial, c'était très bien décrit par le chirurgien tout à l'heure. Au niveau fonctionnel, il faut aussi se rendre compte, donc le médecin il a dit qu'en fait on choisit plutôt un transtibial court aussi pour la raison que la couverture du tissu mou soit bien, mais c'est aussi en fait pour les techniciens pour faciliter l'appareillage. Donc si on fait un moignon long transtibial, par exemple une lame de course pour un jeune patient, ça va être difficile à mettre en place, ou en tout cas il y aura parfois... En tout cas, c'est aussi du contexte dans le sens fonctionnel mieux que l'amputation transtibiale ou autre soit aussi ajusté en fait au futur appareillage. Ici, en fait, sur cette slide, vous voyez les coudes métaboliques. Ça a déjà été abordé. Ça, c'est une autre graphique. Donc, on voit bien en fait en bleu les contrôles, donc les sujets non amputés, et puis après, en fait, au niveau le rouge, c'est transtibial, et puis vert, c'est transfémoral. Donc, c'est le battement de cœur en relation avec la vitesse de marche qui augmente en fait progressivement chez tous les trois groupes, mais évidemment, en fait, le point de départ, il est déjà plus haut chez les transtibiales et transfémorales. Et puis la même chose sur la consommation d'oxygène en relation avec la vitesse de marche. Donc ici, par exemple, j'ai calculé, c'est 1,5 km à l'heure, et puis ici, on est à 5,5 km à l'heure. Donc ça augmente, surtout chez les patients transfémorales dans des sphères quand même très importantes. Donc dès qu'on a une transfémorale, en fait, le coût d'énergie, il est beaucoup plus important. Ce qui est intéressant aussi là, c'est que vous pouvez voir à une certaine vitesse de marche, en fait, on se rapproche vraiment de la normale pour un patient qui a une amputation transtibiale. Donc ça, c'est plutôt positif, en fait. L'amputation, au final, transtibiale chez un patient avec un haut niveau d'activité ne va pas entraîner une très grande perte énergétique dans des vitesses qui sont importantes. Donc ça, c'est des valeurs... Bon, alors, vous en trouverez beaucoup dans la littérature si vous cherchez, mais juste que vous ayez une idée de la dépense énergétique en fonction de la tâche. Donc, monter et descendre une pente, on augmente de 10% par rapport à une personne sans amputation la consommation d'énergie.
Un terrain irrégulier, plus 40%, descendre une marche, plus 33%. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et je sais qu'on ne va pas parler des articulations de hanche ici, mais juste que vous imaginiez, voilà, plus 200% la désarticulation de hanche. Donc vraiment, les difficultés d'appareillage pour ces patients, on y arrive. Mais voilà, moi, je crois qu'à la Souva, en 20 ans, il y a eu 2 patients qui ont eu un appareillage en désarticulation, et sur les 2, il n'y en a qu'une patiente qui la porte au quotidien. Donc, on peut le faire, il y a des techniques, mais très compliqué. Je vous ai parlé de l'orientation tout à l'heure. Je suis un peu biaisé parce que je travaillais à Fribourg dans l'équipe mobile de réadaptation, donc j'étais en permanence en train de réfléchir où est-ce qu'on va pouvoir mettre le patient en attendant qu'il vienne chez nous, ou est-ce que je vais devoir suivre le patient à distance parce qu'il a besoin d'aide d'un plateau technique adéquat. Par exemple, un patient qui a une dialyse en cours, en ayant l'hôpital à peu près à 45 minutes, faire ses trajets jusqu'à la dialyse 3 fois par semaine, il faut que je le prenne en compte. Une chimiothérapie, une immunothérapie pendant le traitement également. Un patient qui a un état confusionnel après l'opération, avec des comorbidités gériatriques, peut-être que je dois réfléchir à ce qu'il soit en réadaptation gériatrique et coordonner à distance avec les équipes soignantes et thérapeutiques le traitement, notamment la compression directe après l'opération, qui est la phase un peu critique en post-op. Donc le patient, quand je le vois, ça c'est ce que je vous avais dit aussi avant, je l'informe sur le programme de réadaptation, les différentes étapes. On discute des facteurs de risque, comorbidité. On essaie de faire une évaluation cardio-respiratoire quand c'est possible. L'évaluation cognitive, super importante, sous-estimée également. Vous pouvez tous faire un screening cognitif pour les patients. C'est assez facile. Le MMS, on peut tous le faire. Ça ne va pas catégoriser le patient et dire, il ne peut pas avoir d'appareillage, donc on l'oublie. Mais peut-être que ce n'est pas le moment de le prendre tout de suite et de le mettre dans une structure où les gens ont l'habitude de prendre en charge ces troubles cognitifs avant de commencer en fait l'intervention. Moi, j'ai même eu des patients qui sont retournés après l'hospitalisation en EMS, que j'ai revu en EMS et que j'ai repris en réadaptation quand la plaie était cicatrisée. Voilà. On ne peut pas tous faire ça, j'imagine, mais quand on peut en tout cas céder des structures aussi, c'est le mieux. Les facteurs environnementaux, et on fait un status fonctionnel. Après, donc en préopératoire, je vous ai déjà brièvement parlé. Donc le but du physio, c'est de évaluer et puis après stabiliser les amplitudes articulaires. Donc par exemple de mobiliser la hanche et puis le genou. S'il y a une amputation transtibiale qui va être effectuée, le renforcement musculaire pour justement bien le préparer pour en tout cas une phase en appui unipodal, et puis aussi en fait au futur pour bien pouvoir mettre la prothèse en place du côté amputé. Donc ça consiste de déjà s'exercer de marcher juste en unipodal. Et puis aussi, si besoin, si c'est un patient qui est déjà hospitalisé et puis qui a des complications aussi, de se, bien sûr, focaliser sur d'autres interventions que musculo-squelettiques, donc aussi des thérapies respiratoires, si besoin. Là, on vient dans la phase post-opératoire. Donc phase post-opératoire, ça dépend des centres, à quel moment on arrive aussi dans la prise en charge. Je vais vous donner mon expérience à Fribourg, par exemple. Nous, les patients, quand on pouvait, on les voyait en préopératoire. On se coordonnait avec les chirurgiens qui nous appelaient quand ils avaient fait l'intervention. On essayait d'arriver dans les 2 jours, si possible. Et déjà pour discuter de la douleur, est-ce qu'elle est bien gérée? De voir au niveau de la douleur, s'il y a des sensations fantômes ou de la douleur fantôme. Après, attention, on ne va pas voir le patient et lui dire « mais vous avez de la douleur fantôme. Vous savez ce que c'est la douleur fantôme? Vous en avez, c'est sûr. » Parce que la plupart en ont quand même entendu parler. Dans les médias, on en parle beaucoup, donc on ne veut pas centrer le patient non plus sur ça. La cicatrisation, dans les 2 jours en post-opératoire, en général, le patient, vraiment, on essaie de préserver le moignon et de favoriser les sutures qui viennent d'être faites. Et dès qu'on peut mobiliser le patient, à Fribourg, on essayait aussi au 2e jour, au 3e jour, de faire la première verticalisation avec le patient. Et d'ici la fin de semaine, on voulait qu'il arrive dans un centre de réadaptation.
si possible. Maximum 2 semaines, c'était ça la condition qu'on avait réussi à discuter avec les chirurgiens. Après, ça dépend des pratiques. Très important, prévention des contractures. Déjà, ce travail de mobilisation du patient, de verticalisation aide à limiter les flessomes en post-opératoire, mais aussi la position au lit que mon collègue va discuter. Et la stabilisation de l'œdème qui se fait par un bandage, peu importe le type de bandage que vous allez faire en post-opératoire, parce qu'on n'est pas tout de suite dans ce remodelage actif et intense. On veut préserver le moignon, mais aussi quand même stimuler le retour. La gestion de la douleur, je ne vais pas rentrer dans les théories de la douleur fantôme, si vous voulez, on en discute un peu plus tard. Mais il y a plusieurs types de douleurs, il faut juste les différencier pour savoir quoi traiter. Donc en post-opératoire, la douleur aiguë, en lien avec l'atteinte nociceptive, l'intervention en elle-même, la douleur neuropathique, en lien avec la coupure au niveau du nerf, la douleur fantôme, qui est une désadaptation, le cerveau qui ne comprend pas vraiment ce qui vient de se passer, qui essaie de recréer les connexions entre le membre manquant et les autres structures. Et en chronique, vous pouvez avoir des résidus de douleur vasculaire chez ces patients, il ne faut pas l'oublier également. Mais voilà, en général, il y a un contrôle vasculaire assez proche de l'intervention pour voir où on en est. Les névromes qui peuvent arriver et la douleur résiduelle. Ça aussi, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous aurez la présentation, regardez cet article très intéressant, c'est des guidelines récentes sur le traitement de la douleur fantôme. En pré-prothétique, donc le patient est arrivé dans un centre de réadaptation, peu importe quand. Le but, c'est de préparer le moignon et le patient à la prothèse. Donc pour ça, vous avez besoin que le moignon soit moins sensible. Donc la première étape, c'est vraiment désensibiliser au possible le moignon en thérapie, en ergo, en physio, et commencer à travailler sur la compression quand, en général, vous avez le feu vert de l'angiologue ou du chirurgien vasculaire. À part, évidemment, pour les patients traumatiques, où, en général, on ne se pose pas vraiment cette question. On peut discuter avec le chirurgien, voir ce qu'il pense de cette contention. On travaille les transferts, l'appui monopodal, à part s'il est bilatéral évidemment, répartition de la charge au niveau du moignon, marcher sans prothèse, manipuler la chaise roulante, support psychologique, et on commence déjà l'éducation thérapeutique. Donc, vu que c'est un symposium qui traite surtout les patients amputés diabétiques, j'ai mis aussi des facteurs ici à considérer chez le patient diabétique. Donc, ça a déjà été abordé tout à l'heure. Donc, la polyneuropathie qui peut être motrice. Donc, par exemple, aussi un pied tombant en contralatéral qui doit être traité pendant la rééducation, des problèmes sensitifs et puis des problèmes autonomes. Donc, en fait, du système nerveux autonome. Donc, ça peut être la peau sèche, par exemple. Après, chez nous, c'est souvent les infirmières qui s'en occupent, mais quand on suit des patients, aussi bien faire attention au traitement de la peau. Et puis, j'ai mis membre sain, parce que le membre sain, souvent, ou la plupart du temps, c'est un pied diabétique. Artéropathie, donc dans le contexte de rééducation, en fait, ces patients, il faut bien évaluer comment ils tolèrent le travail, l'entraînement en endurance. La rétinopathie, qui est aussi un effet, qui est aussi un symptôme du diabète. Donc, aussi se rendre compte qu'en fait, ils peuvent être visuellement impactés, et puis ça va aussi être un rôle important pour la rééducation en physio, ergo ou autre. Ça a déjà été abordé, la dialyse en physio, en fait, c'est aussi, que ce soit en rééducation, donc c'est déjà le trajet pour aller en dialyse, mais aussi, en fait, les patients, le jour de dialyse, ils sont souvent très, très fatigables, donc ça peut vraiment handicaper la prise en charge en centre de rééducation. Et puis après, les coping stratégies, donc en fait, de bien évaluer et puis discuter avec le patient les points importants pour, en fait, un succès dans cette phase et puis dans les phases suivantes. Donc là, je vous ai juste mis quelques images. Donc on voit le renforcement, après en fait travailler les amplitudes articulaires, le positionnement au fauteuil ou au lit, donc pour éviter les contractures, et
plus aussi pour diminuer l'œdème, donc avec le genou en extension, ou au niveau de hanche, éviter le flexum, rotation externe et puis abduction. L'ambulation avec un moyen auxiliaire sans prothèse. Et puis après, le conditionnement du moignon, donc le bandage du moignon, je pense que la plupart des centres en Suisse, ils travaillent avec des bandages pour, dans un premier temps, former et conditionner le moignon. Après, une fois que le volume est stabilisé, mettre en place des bas compressifs pour le moignon. Et puis en parallèle aussi commencer en fait un traitement avec un liner post-opératoire pour déjà familiariser le moignon pour la pression qu'il y aura aussi dans la prothèse. Après le travail d'endurance pour augmenter en général le patient au niveau de conditions. Et puis la prise en charge des douleurs fantômes que je ne vais pas aborder trop profondément, mais je pense que tout le monde connaît la thérapie miroir. En fait, juste à savoir qu'il y a aussi d'autres traitements qui existent que la thérapie miroir. Il y en a, si vous recherchez sur Google, vous allez trouver 10 000 différents traitements. Il n'y en a aucun qui a vraiment été mis supérieur à d'autres. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont juste, qui sont quand même supérieures. Donc, entre autres, nous, on utilise aussi la thérapie miroir, mais il existe en fait aussi l'étape de l'imagerie motrice. Donc ça, c'est en fait des mouvements imaginés par exemple. Donc ça, déjà en post-opératoire, ça peut aider beaucoup. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez me poser après. Là, juste quelques exemples pour des exercices positionnement et puis renforcement qu'on peut déjà faire en post-opératoire. Ça, c'est un patient très typique en bas à droite. Donc, en fait, vous voyez, il y a un transtibial et puis le côté contralatéral, en fait, il est censé être le membre sain, mais en fait, de ce côté aussi des plaies, pieds tombants. Donc, on peut aussi travailler déjà en chaîne ouverte avec des poids pour éviter le déconditionnement complet. Après, on évalue le patient pour un futur appareillage. Donc, vous connaissez probablement tous le TUC, test 6 minutes, L-test ou autres, mais est-ce qu'elles sont vraiment spécifiques pour dire si le patient est appareillable ou pas? Pour ça, on a en fait le AMPNO Pro, c'est le Amputee Mobility Predictor. Et puis, en fait, ce test, il évalue la capacité du patient de se tenir assis et debout. Il y a des paramètres dynamiques et des paramètres de marche dedans, qui nous permettent de, après, le catégoriser de K0 à K4. Vous connaissez peut-être ces niveaux de niveau de catégorie chez les patients amputés pour voir l'utilité d'un appareillage. Ce test, en fait, c'est un peu le gold standard qui existe internationalement. C'est 21 items fonctionnels. Et puis, en fait, il se réalise sans prothèse et avec prothèse. Donc, on peut le faire si le patient il a une bonne phase post-opératoire. On peut le faire déjà dans la première semaine. Et puis, vu qu'il y a deux différents, donc avec et sans prothèse, en fait, il y a aussi deux différents scores. Il est très facilement à faire, donc ça prend à peu près 10 minutes. Le moins de potentiel du patient, le plus vite il est réalisé. Parce que en fait, s'il ne peut pas marcher, les systèmes de marche, on ne doit pas les faire, ou on ne peut pas les faire. On a juste besoin d'environ 4 mètres pour la marche. On a besoin de 2 chaises, un avec des accoudoirs. On a besoin d'un règle pour mesurer une distance. Et puis, on a besoin du formulaire que vous trouvez en fait sur ce lien en français, et puis validé en français. Nous, on utilise donc, vous savez sûrement tous des patients, comme le médecin l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus la chiffre en tête, mais 20 à 30% ou 20 à 40% transfémorales sont appareillés par le futur. Vous avez sûrement tous des patients qui ont été appareillés, mais après, en fait, si on les revoit après la rééducation, c'est des non-utilisateurs de prothèses. Il y a un collègue physio qui appelle ça le syndrome de placard. Mais nous, en fait, quand on fait du pot de fleurs. Donc ça, c'est pas de tout validé, mais ça, c'est un peu le fonctionnement HUG aujourd'hui. Donc si on fait ce AMPNO Pro, on va voir si le patient il rentre dans la catégorie K1, qui correspond à une marche limitée à l'intérieur. 2, 3, 4,
En fait, ça va être des futurs bons utilisateurs. Et puis si, en fait, nous, au post-opératoire, on s'intéresse s'il est K0 ou K1. S'il est K1 au post-opératoire, en fait, on s'attend qu'une prothèse va améliorer sa mobilité. S'il est K0, on s'attend que la prothèse ne améliorera pas sa qualité de vie ou sa mobilité avec une prothèse. Donc, si on est dans le cas 1, si en fait le patient a déjà un moignon bien cicatrisé avec volume stable, on passe en fait, c'est le technicien orthopédiste qui va faire un appareillage. Si le moignon il est encore instable au niveau du volume, où il y a encore des plaies importants, on va faire des prothèses provisoires. S'il rentre, et puis c'est là que ça devient intéressant, si on rentre dans le cas 0, normalement, on devrait dire qu'il n'est pas appareillable. Mais on sait tous que le patient il peut évoluer, donc on peut déjà refaire ce n'est pas un score définitif, donc c'est important de refaire le score. Et puis de plus, ce score nous permet de voir un peu les faiblesses du patient pour faire un plan de traitement. Si on voit qu'il a une progression qui est objectivée dans le score, donc si on fait le score à Chi7 et puis à Chi14 et puis une amélioration, mais il est toujours dans le cas 0, ou s'il y a une absence d'appareillage changerait grandement sa façon de vivre. Par exemple, il y a une marche accès pour chez lui, donc il y aura besoin d'une prothèse pour ça ou pour une autre activité, ou si le patient il démontre une très grande motivation et puis un état cognitif, nous on va aussi passer à la prothèse provisoire pour en fait refaire le test donc avec la prothèse, le AMP Pro, et de voir si en fait son score il rentre maintenant au cas 1, et puis si oui, on va l'appareiller ou continuer le traitement. Comme ça, en fait, on a quand même pu réduire fortement l'appareillage inutile. Et puis si on explique bien au patient en fait ce fonctionnement, il va aussi comprendre le non-appareillage et puis aussi en fait les autres corps médicaux. Parce que chez nous, les patients, parfois, ils sont en chirurgie orthopédique septique et puis après, ils passent, par exemple, en cardio parce qu'ils ont encore un problème cardiologique. Et puis après, en fait, là-bas, il y a les médecins qui vont se poser la question pourquoi ce patient n'est pas appareillé. Mais si on peut, en fait, justifier et puis expliquer, en fait, le patient, il ne se fait pas confronter à chaque fois, en fait, pourquoi vous n'avez pas une prothèse. Donc aussi, moralement, ça peut aider beaucoup. Donc là, on est en phase prothétique. Vous avez tous compris les niveaux d'activité K. Est-ce que vous avez besoin qu'on réexplique ? Oui. Ouais, c'est une bonne question. Question piège. Donc, dans l'idéal, je pense que ça serait bien de la faire chaque semaine, mais après, en fait, je pense que c'est bien de voir déjà l'évolution du patient. Si on voit qu'il n'y a aucune évolution, le patient il est grabataire à J7 et puis à J30, il est toujours grabataire, je pense que le score, il est inutile. En fait, le test, il est inutile à faire. Il faut le faire quand le patient est stabilisé, déjà, idéalement. J'ai parlé des problèmes cognitifs avant, par exemple. Un patient en état confusionnel, évidemment, on va lui faire perdre des chances si on fait le test trop tôt. Donc l'idée, c'est vraiment pas de les catégoriser, mais juste pouvoir se projeter et bien les orienter. Donc, et puis c'est pas un score définitif, donc voilà. Justement, c'est vraiment l'état de ce jour. C'est un score qui a été développé pour les assurances américaines à la base, pour justement justifier quel type de prothèse on allait utiliser. Et on s'est dit, on en a marre d'avoir telle assurance qui refuse, telle assurance qui accepte. Du coup, si vous regardez les pieds prothétiques, les genoux, vous avez des niveaux aussi d'activité qui sont proposés par rapport au type d'appareillage. Et on est à peu près à la même chose, K0 jusqu'à K4. Mais il y a très peu de solutions en K0. Et à K4, qui est le plus haut niveau d'autonomie, c'est les patients que vous allez voir courir avec des lames de sport, etc. Ok ? Donc la phase prothétique, on rentre dans le vif du sujet. Le but maintenant, c'est vraiment entraîner toutes les tâches de la vie quotidienne en prenant compte du type d'appareillage qui a été proposé. Vous avez l'orthopédiste qui est avec nous dans cette phase-là, mais idéalement, vous pouvez l'impliquer aussi avant. L'idée, c'est déjà de trouver le bon appareillage pour le bon patient, mettre
trop haut niveau d'activité, pour un patient qui ne va pas l'utiliser, déjà il va se mettre en danger, être à risque de chute, et financièrement ça ne sera pas idéal. Ou l'inverse, mettre une prothèse qui va être trop lente par rapport à la progression du patient, c'est aussi problématique. Et votre niveau K, encore, vous donne des idées par rapport à ça. Donc ça, c'est des objectifs un peu généraux, enlever la prothèse, gérer la compression, gérer la douleur de manière autonome. Tout ça, en fait, l'éducation thérapeutique, ça prend en compte tous ces éléments. Donc, essayez de le faire pendant l'hospitalisation, essayez d'avoir des patients experts, par exemple, s'ils peuvent venir pendant l'hospitalisation discuter avec vos patients, c'est toujours mieux. Reprise des activités de marche avec la prothèse et notamment des tâches complexes aussi du point de vue cognitif qui sont monter, descendre des escaliers, monter, descendre des pentes, s'asseoir, se mettre debout, la marche. Je reviens sur l'aspect cognitif encore une fois, mais si le patient a des problèmes exécutifs, avec déjà des difficultés en gestion de tâches complexes, vous pouvez imaginer que l'apprentissage va être beaucoup plus compliqué. D'accord ? Ou si le patient a des troubles mnésiques antérogrades, vous allez pouvoir faire le programme que vous voulez, vous allez devoir revenir en arrière à chaque fois. Donc, est-ce que vous devez mettre un carnet en place avec les étapes écrites ? Est-ce que vous devez discuter avec la famille, le personnel qui entoure pour l'aider en fait, à mettre la prothèse et l'enlever, par exemple ? Donc, si on a donc ce patient qui était à cas 0, mais on estime qu'il est appareillable, nous, on fait des prothèses provisoires à l'hôpital, et puis pour nous permettre de vraiment, en précoce, et puis vite pouvoir faire déjà des premiers exercices en station debout. Et puis, notre objectif, bien sûr, c'est au plus vite possible de passer à une prothèse définitive. Là, j'ai juste mis quelques images pour montrer un peu la rééducation avec prothèse. Il y a encore un référent plus tard sur la prise en charge en phase prothétique et retour à la maison, donc je ne vais pas rentrer en matière sur ça. Mais un sujet qui est super important, on va aborder un peu plus, c'est en fait l'évaluation du pied contralatéral. Chez cette patiente, on ne va pas trop s'inquiéter, je ne pense pas qu'elle est diabétique. Moi, je trouvais l'image assez jolie. Donc en fait, le pied contralatéral, c'est le pied qui va porter encore plus suite à une amputation, même si le patient est appareillé. Et puis, juste pour brièvement expliquer encore les différents causes que le diabète peut avoir, donc c'est une neuropathie sensitive, donc c'est en fait la sensibilité qui peut être fortement diminuée. Il y a la motricité avec un pied tombant qui peut être là. Et puis après, la neuropathie autonome qui peut en fait faire la peau plus sèche et puis donc faire plus de risques d'hyperkératose, hyperappui et des possibles ulcères. Après, on a encore l'artériopathie qui peut être un facteur supplémentaire au diabète qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un pied à risque. Avec les micro-traumatismes répétés, ça peut faire après en fait, des ulcères. Les médecins, tout à l'heure, ils ont parlé de l'IWGDF, donc c'est cette guideline internationale qui est un peu le gold standard pour l'évaluation et prise en charge du pied diabétique. Donc les recommandations ici, c'est justement de cette guideline. Donc c'est important d'évaluer les antécédents. Est-ce qu'il y a déjà eu une ulcération ou est-ce qu'il y a des claudications? Est-ce que son statut vasculaire il est altéré? Chez nous, ce n'est pas vraiment nous qui l'évaluons en physio, c'est en fait ces patients, ils sont d'office un bilan angiologique. Et puis par contre, nous on évalue la perte de sensibilité en physiothérapie. Et puis après, dans un autre centre, ça peut aussi être les ergos. En tout cas, il faut s'assurer que quelqu'un le fasse systématiquement chez tous ces patients. Donc moi, je trouve que c'est important que ça soit fait à l'hôpital aigu, parce que si le patient il rentre à l'UMS ou quelque part, en fait, on le perd un peu dans la nature et puis ça ne sera pas fait. Après l'évaluation des pieds, donc surtout le pied contralatéral, si c'est une amputation majeure, et puis l'évaluation de chaussage qui a déjà été abordée. Tout à l'heure, le médecin il a dit c'est important de voir s'il y a une polyneuropathie, donc
nous, en fait, la guideline, elle dit de l'évaluer avec un monofilament 10 grammes et puis avec le diapason 128 Hz. Le monofilament, il doit être réalisé sur ces 3 points et puis le diapason sur la phalange distale de O1. Et puis après, en fait, s'il y a plus qu'un site sans sensibilité au monofilament ou le diapason qui est en dessous de 4/8 ou égal 4/8, on sait qu'il y a un risque élevé pour des futures ulcérations. Après, il y a donc encore une catégorisation, parce qu'on aime bien de catégoriser. Donc ça, c'est de nouveau de cette guideline. Pour en fait les pieds à risque, donc on a de la catégorie 0 à 3. Si le patient est diabétique, il se trouve automatiquement, je pense, dans la catégorie 0. C'est un peu comme pour d'autres maladies, même si on n'a pas de symptômes, on est déjà catégorisé. Donc ça, c'est aux catégories 0, le patient n'a pas de symptômes. Donc là, c'est justement recommandé de porter des chaussures adaptées, mais on n'est pas encore dans les chaussures orthopédiques. Par contre, si vous regardez le caractéristique de 1, on a PSP, donc ça c'est perte de la sensibilité profonde ou artéropathie. Là, en fait, il y a déjà une indication à des chaussures orthopédiques et puis les assurances sont obligées de prendre en charge le chaussage. Ça vous donne aussi une idée en fait, de la fréquence de contrôle pour ce patient. Donc ça ne doit pas être le physio, ça peut être le médecin traitant, ça peut être un diabétologue, mais en tout cas, ils font un suivi selon risque. Donc si on a un patient qui est à un risque 0, il devrait être revu chaque an pour faire ce testing de sensibilité pour voir s'il n'a pas changé de catégorie. Nous, au HUG, nous, on voit surtout les risques, les catégories 3, donc ils ont déjà des amputations majeures. Après, ça c'est juste encore un exemple typique chez nous. Donc on a un patient avec pied diabétique, qui avait 2 pieds diabétiques avec des charcots à gauche. En 2020, il avait son amputation transtibiale. Après, il décompensait à droite. Donc là, en fait, on a mis en place une botte croc provisoire. Et puis là, en fait, il est aujourd'hui toujours porteur de botte croc. On le suit très régulièrement. Il a toujours son pied contralatéral. Mais il a été hospitalisé, je pense, 3 fois pour des microchirurgies au niveau du pied à droite quand même. Après, donc le chaussage, donc le niveau transmettant, c'est encore le plus facile à chausser facilement. Après, on peut avoir des chaussures orthopédiques sur mesure, des chaussures de série. Là, une photo un peu plus parlant pour les plus jeunes que la photo tout à l'heure du médecin. Donc il y a aussi des modèles qui sont plus parlants. Si on a un patient en catégorie 1, il faut bien s'assurer qu'en fait, il n'y a pas de conflit mécanique au niveau de l'avant du pied pour ses orteils, si on ne fait pas encore un chaussage orthopédique. Donc bien sûr, ce n'est pas nous les physios qui mettent en place toutes ces chaussures, mais nous, on a quand même l'avantage de voir chaque patient amputé ou chaque patient qui est à risque d'être amputé, et puis on peut en fait mettre en route avec les médecins ou avec d'autres corps ou d'autres professionnels de la santé. Donc ça dépend un peu de votre structure, mais en tout cas c'est important que quelqu'un le fasse. Et puis nous, on met souvent en place des chaussures d'arco chez des patients qui sont par exemple un ulcère au niveau du MTP1, et puis on les modifie au niveau du lit plantaire avec des appuis rétrocapitales, des décharges encore dans la semelle pour pouvoir en fait décharger. Je vais aller un peu vite parce qu'on est en retard. Donc le retour à la vie, ça va être discuté un petit peu plus tard. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre le patient, qu'il soit inséré dans une structure avec qui aussi vous avez un contact régulier si possible. Pensez à l'évaluation de la conduite pendant le séjour si vous pouvez. Il y a des choses assez simples que vous pouvez faire. Des adaptations techniques au niveau de la voiture simples aussi que vous pouvez proposer. Ça dépend des centres, je pense, que vous pouvez faire. Et je parle rapidement de cette étude qui a été faite aux États-Unis en 2018. Ça a montré, en fait, ça discutait des facteurs qui ont influencé la bonne évolution du patient et le retour au travail après une amputation. Et ça a inclué 995 articles, 25 étaient inclus. Les étiologies mixtes, donc traumatiques, amputées, diabétiques, vasculaires, septiques, tumorales.
La majorité étaient des hommes supérieurs à 40 ans. Ils ont retrouvé des corrélations limitées, mais des facteurs intéressants pour la contribution au fonctionnement physique et au retour à l'emploi. Et on voyait chez ces patients que 20 à 65% pouvaient marcher 500 mètres. Ça veut dire qu'on est quand même bon, même si c'est un périmètre de marche assez court. 84% sont satisfaits de l'appareillage. J'espère qu'en Suisse, c'est pareil. Douleur chronique chez la moitié des participants, c'est important à s'en souvenir. 18 à 75% ont des douleurs fantômes quand même. Donc, avec une interférence en plus significative avec la vie quotidienne d'environ 18% des patients. 62 à 67% souffrent d'hyperhidrose, donc un excès de transpiration qui va perturber le quotidien parce que le patient va avoir tendance à perdre sa prothèse à la marche ou au transfert. Donc pensez-y, posez la question à vos patients, surtout dans les périodes estivales, est-ce que la transpiration est gérée? Un tiers des patients présentent un nouvel ulcère, une nouvelle plaie. Un tiers des patients amputés présentent une nouvelle plaie sur le moignon. Donc attention, c'est des patients qu'il faut revoir. La recommandation, moi je les vois 1 mois après l'hospitalisation, puis j'essaie 3 à 6 mois, puis 1 an, si possible. Et difficulté à porter une prothèse, seulement 10%, dû à des mauvais ajustements. Voilà. 48 à 89% ont repris le travail. C'est des patients jeunes, souvent, traumatiques, souvent. On est aux États-Unis, donc ils aiment bien faire la guerre, donc c'est beaucoup de jeunes hommes amputés. Les facteurs positifs, c'est l'âge, le niveau d'éducation. Évidemment, si vous avez un poste de travail qui est déjà adapté à la base ou un employeur qui est prêt à adapter le poste de travail, ça va être un facteur positif pour le retour. Bonne utilisation de la prothèse, donc ça c'est votre travail durant le séjour de réadaptation. Les facteurs négatifs, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y a pas de relation entre le type d'amputation, la sévérité, la douleur et le retour au travail. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des patients avec une amputation transfémorale qui retournent au travail, alors que des patients avec des amputations de pied, ils n'y arrivent pas. On n'arrive pas à trouver de relation. Mais c'est plutôt bon signe. On ne va pas condamner encore nos patients, justement, en lui disant... Voilà, vous pouvez avoir une aide effectivement de l'assurance invalidité, mais si vous cherchez à travailler, à avoir une activité aussi sociale, vous pouvez. C'est ça le message. Comorbidité et exigence physique élevée, évidemment un facteur négatif pour la reprise du travail. Je suis à la conclusion. Donc le message, travail d'équipe du début à la fin. Amputation n'est pas un échec, je suis content qu'on ait tous cette même conclusion. La nécessité d'une prise en charge précoce, notamment au niveau de la douleur, très important, et que nous, on soit aussi impliqués le plus précocement possible. Plus on éduque le patient, moins on a de complications. Accessibilité, accessibilité, accessibilité. Et un monofilament et un diapason pour tout le monde, si possible.